Après 14 mois de guerre pour le pouvoir, le Soudan connaît l'une des pires crises humanitaires au monde depuis des décennies, a estimé ce jeudi l'ONG Médecins sans frontières. Une situation qui inquiète de plus en plus l'ONU alors que le pays risque la famine et que tous les regards sont tournés vers Gaza et l'Ukraine. Alors quelles sont les dernières infos et quelle est la situation sur place? Salut, c'est Blanche. Exceptionnellement, Hugo est absent à cause d'un tournage, donc je prends le relais. Aujourd'hui, c'est le solstice d'été, donc le jour le plus long de l'année, mais aussi la fête de la musique, le début de l'été, le deuxième match de l'équipe de France à l'Euro. Bref, j'espère que vous allez bien. On est parti pour un nouveau résumé des actus du jour. 15 500 morts et plus de 10 millions de déplacés, c'est le bilan catastrophique du conflit au Soudan qui oppose depuis avril 2023 deux camps dans ce pays d'Afrique du Nord. Et selon le président international de Médecins sans frontières, Christos Christou, je cite, la réponse humanitaire est profondément inadéquate. Bon, alors pour bien comprendre de quoi on parle, il faut retourner en arrière. Déjà, qui sont les deux camps qui s'opposent? Eh bien, il y a d'un côté l'armée fidèle au général Abdel Fattah al-Burhan, qui est au pouvoir dans le pays depuis le coup d'État d'octobre 2023, et de l'autre, il y a les forces de soutien rapide, les FSR, une milice menée par Mohamed Hamdan Daglo, dit Hemedti. Les FSR sont issus des milices Janjaweed qui ont semé le chaos et la violence en 2003 au Darfour, une région de l'ouest et du sud du pays. Il faut savoir que ces deux hommes n'ont pas toujours été rivaux, ils ont même longtemps été alliés. Ils ont mené ensemble le coup d'État d'octobre 2021 après une longue escalade de tensions entre le pouvoir civil et le pouvoir militaire. Ce coup d'État avait finalement mené à la chute du premier ministre de l'époque, Abdallah Hamdok. Suite à ça, Abdel Fattah al-Burhan avait pris le pouvoir à la tête d'un gouvernement militaire et Mohamed Hamdan Daglo, commandant des forces de soutien rapide, était le numéro 2 du régime. Mais il y a 14 mois, donc le 15 avril 2023, les membres des forces de soutien rapide de Mohamed Hamdan Daglo ont attaqué Abdel Fattah al-Burhan pour prendre le pouvoir à leur tour. Depuis, une guerre violente oppose les deux camps pour prendre la tête du pays. Il faut savoir aussi que les deux camps reçoivent de l'aide extérieure, ce qui leur permet de tenir sur la durée face à la violence des combats. L'armée du général Fattah al-Burhan est par exemple soutenue par l'Égypte et la République islamique d'Iran, qui utilisent depuis des années la ville de Port-Soudan pour approvisionner en armes le Hamas à Gaza et le Hezbollah au Liban. De leur côté, les forces de soutien rapide sont soutenues par les Émirats arabes unis, qui les approvisionnent via la Libye et le Tchad. Plusieurs experts estiment aussi que les mercenaires russes de Wagner, qui sont présents au Soudan depuis 2015, pourraient aider cette milice en leur fournissant du matériel militaire. Certains disent aussi qu'elle aide l'autre camp. Mais alors, que se passe-t-il maintenant? Eh bien, depuis le début du mois de mai, la situation est particulièrement critique à El Fasher, la capitale de l'état du Darfour Nord, qui est le théâtre de violents combats. C'est la seule grande ville de l'ouest du pays qui n'est pas sous le contrôle des milices du général Mohamed Hamdan Daglo. Pour prendre la ville, les forces de soutien rapide l'ont assiégée et ont emprisonné des centaines de milliers de civils. Ce mercredi, les FSR ont lancé des bombardements d'artillerie, faisant 14 morts et 25 blessés, selon le comité d'urgence du camp de déplacés d'Abdouchouk, situé près d'El Fasher. Selon le ministre de la Santé du Darfour du Nord, cité par le journal Sudan Tribune, près de 350 personnes ont été tuées et 2200 blessées depuis le début des combats dans la ville le 10 mai dernier. La population civile est donc particulièrement exposée aux combats évidemment, avec plus de 10 millions de déplacés, dont 4 millions d'enfants selon l'ONU, mais aussi à la famine. L'ONU a identifié 41 foyers d'insécurité alimentaire aiguë et aujourd'hui, près de 5 millions de personnes sont menacées par la faim. Plus de 7000 jeunes mères risquent de mourir si elles n'ont pas accès à des soins ou de la nourriture dans les prochaines semaines. C'est ce qu'a déclaré Edem Wossornu, la directrice des opérations du Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU. Par ailleurs, selon l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU, la faim dans le pays pourrait atteindre des niveaux jamais atteints depuis la famine en Éthiopie, un pays d'Afrique de l'Est au début des années 80 qui avait fait 1,2 million de morts. Il y a aussi beaucoup de violences sexuelles et de destruction de villages. En fait, d'après les ONG sur place, il s'agit des mêmes massacres que dans les années 2000 lors de la guerre au Darfour dont je vous parlais juste avant, mais avec des armes plus sophistiquées. Le problème, c'est que plus de 80% des hôpitaux et cliniques ne fonctionnent plus dans les zones les plus touchées par le conflit, selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU. Et la guerre ne fait que s'étendre et touche même des pays voisins. Depuis le début de la guerre, 2 millions de Soudanais se sont réfugiés au Soudan du Sud, au Tchad et en Égypte. Le Soudan du Sud accueille 35% des déplacés hors du Soudan, alors qu'il vient lui-même de sortir d'une guerre civile très violente qui a duré 6 ans. Selon Filippo Grandi, haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, interrogé par RFI, cette guerre ne peut pas être réglée sur le champ de bataille et il faut trouver une solution diplomatique. Or, il estime que l'engagement de la communauté internationale est totalement insuffisant. La semaine dernière, le Conseil de sécurité de l'ONU a voté une résolution appelant à la fin du siège d'El Fasher, mais il n'y a aucune issue pour l'instant. Les appels au cessez-le-feu restent sans réponse,
pareil pour les tentatives de médiation. Alors le plan de réponse et de besoins humanitaires de l'ONU pour le Soudan en 2024 prévoit 2,5 milliards d'euros pour venir en aide à 14,7 millions de personnes sur 46 millions d'habitants. Mais ce plan n'était financé qu'à 6% en avril 2024 selon l'ONU. Alors depuis, la communauté internationale a promis de fournir une aide de plus de 2 milliards d'euros à destination de la population civile lors d'une conférence humanitaire pour le Soudan qui s'est tenue en avril à Paris. Et de leur côté, les États-Unis ont annoncé le 14 juin une aide d'urgence de 315 millions de dollars. Ils ont appelé les deux camps à permettre l'accès à l'aide humanitaire. On verra donc comment tout ça se passe. Je vous laisse avec Léa pour les actualités en bref. Merci Blanche et salut à tous. On commence avec cette actu. Plus d'1 million de procurations ont été enregistrées entre le 10 juin et le 20 juin selon le ministère de l'Intérieur. Le nombre de procurations a même dépassé le chiffre de 2022 pour le premier tour des législatives. Alors l'objectif de la procuration, c'est que quelqu'un se déplace à votre place dans votre bureau de vote si vous ne pouvez pas vous y rendre le jour du vote pour que cette personne vote à votre place. Les élections législatives anticipées se tiendront les 30 juin et 7 juillet. Donc si vous ne pouvez pas vous rendre dans votre bureau de vote ces jours-là, il est encore temps de faire une demande de procuration puisqu'il n'y a pas de date limite. On a fait un post dédié sur notre compte élan.media qui explique comment faire sa procuration. Je vous mets le lien en description. Autre info, toujours sur les législatives, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé ce vendredi qu'il quitterait probablement son poste après les élections. Concrètement, il a expliqué sur France Inter que s'il était battu dans sa circonscription lors des élections législatives, il ne continuerait pas à être ministre puisque selon lui, quand on fait de la politique, il faut être élu. En revanche, s'il est élu député, mais qu'à l'échelle nationale, c'est le nouveau Front Populaire, donc l'Alliance de la gauche ou le Rassemblement national qui remporte les élections, et bien là encore, il a indiqué qu'il ne se voyait pas ministre dans une cohabitation avec la gauche ou l'extrême droite. On parle de cohabitation lorsque le président de la République et son gouvernement ne sont pas du même bord politique. Et dans le cas d'une victoire de la majorité présidentielle, ce qui semble peu probable d'après les sondages, Gérald Darmanin s'est montré flou sur son avenir dans le gouvernement. On suivra ça. Deuxième actu, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées ce jeudi, place de la Bastille à Paris, pour dénoncer l'antisémitisme et les violences sexistes et sexuelles suite aux viols et aux violences subies ce samedi par une jeune fille juive de 12 ans à Courbevoie, dans les Hauts-de-Seine. Ces violences ont été commises par 3 garçons mineurs, dont son ex-petite amie. Ce rassemblement a été organisé par plusieurs associations comme SOS Racisme, la Fondation des femmes ou encore les Guerrières de la Paix. Pour Anne-Cécile Maillefer, la présidente de la Fondation des femmes, ce viol antisémite est le symptôme de deux haines qui se cumulent. Une montée de l'antisémitisme en France depuis le 7 octobre et une culture du viol dans laquelle les jeunes sont plus enclins à s'inscrire. À noter qu'une première manifestation avait été organisée mercredi soir en soutien à la jeune fille et que ce vendredi, un rassemblement silencieux a aussi été organisé à 11h devant l'hôtel de ville de Courbevoie. Troisième actu, 6 départements sont en vigilance orange pour des risques de crues ce vendredi. Il s'agit de la Mayenne, de la Maine-et-Loire, de la Nièvre, Lyon, la Savoie et l'Isère. L'alerte rouge pour la Mayenne et la Maine-et-Loire a été levée vendredi matin. La commune de Cran, dans le département de la Mayenne, a été touchée par de fortes inondations ce jeudi en raison de débordements exceptionnels de la rivière Oudon. Le ministre de la Transition énergétique Christophe Béchu s'est donc rendu sur place ce vendredi et il a décrété l'état de catastrophe naturelle en Mayenne, ce qui va permettre l'indemnisation systématique des victimes. Quatrième actu, toujours en France, la citerne d'approvisionnement en eau potable d'un camp de migrants dans le Nord a été contaminée vendredi dernier. L'association humanitaire britannique Roots a annoncé à Libération ce jeudi qu'elle avait porté plainte. Concrètement, un membre de l'association a expliqué au journal qu'une eau bleu vif avec une odeur chimique et mentholée, comme un produit ménager, avait été retrouvée dans la citerne. Selon Thomas Chambon, de l'association humanitaire Utopia 56, qui a été interrogé par Libération, il s'agit d'un acte volontaire dont l'intention était de nuire. Aucun migrant n'aurait bu cette eau et des échantillons ont été envoyés en laboratoire pour être analysés. Cinquième actu, alors qu'il est en visite au Vietnam, ce jeudi, le président russe Vladimir Poutine a menacé de livrer des armes à la Corée du Nord. Il a aussi assuré que la fourniture d'armes à l'Ukraine par la Corée du Sud serait, je cite, une très grave erreur. Alors pour les États-Unis, ces propos sont extrêmement préoccupants et cela pourrait déstabiliser la péninsule coréenne. En fonction du type d'armes fournies à la Corée du Nord, la Russie pourrait violer les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU qu'elle a pourtant elle-même soutenues. On en parlait hier, ce mercredi, la Russie et la Corée du Nord ont conclu un partenariat stratégique global qui prévoit notamment une assistance mutuelle en cas d'agression. Sixième actu, rapidement, en Chine, Apple est en train de retirer de l'Apple Store les applications de Radio France et de France Inter à la demande des autorités chinoises. C'est ce qu'a annoncé ce jeudi Radio France. Ces médias diffuseraient du contenu illégal dans le pays, selon l'administration chinoise. Alors pour Laurent Frisch, le directeur du numérique et de la stratégie d'innovation de Radio France, c'est le podcast de France Inter
sur le président chinois Xi Jinping, intitulé Xi Jinping, le prince rouge, qui est ciblé. Et on finit avec cette info, l'acteur canadien Donald Sutherland est mort à 88 ans des suites d'une longue maladie. C'est ce qu'a annoncé son fils Kiefer Sutherland, lui aussi acteur, ce jeudi. Donald Sutherland a joué dans près de 200 films et il est notamment connu pour ses rôles dans 12 salopards, Casanova ou encore dans la saga Hunger Games. Au cours de sa carrière, il a reçu de nombreux prix, dont un Oscar d'honneur pour l'ensemble de sa carrière en 2017. C'est tout pour aujourd'hui, merci beaucoup de nous avoir écoutés et de continuer à nous suivre. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à bientôt.